Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour la troisième et dernière partie de notre entretien avec le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Collinet-Makosso. Un entretien qui nous édifie sur l'action du gouvernement et son engagement à offrir le meilleur aux Congolais. Le Premier ministre nous présente au cours de cet échange fructueux le bilan à mi-parcours de son gouvernement, 2 ans après sa prise de fonction. Nous abordons donc ce soir les 6 dernières batailles des 12 du programme d'action gouvernementale. Avec moi, comme vous le savez, Maxence Koumakaya et Albert Mionzokuta. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir. 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 Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans paix et sécurité. Monsieur le Premier ministre, c'est votre 7e bataille, un volet très sensible qui suscite beaucoup d'interrogations au regard des problèmes qui se greffent autour, à savoir le grand banditisme, la stabilité dans le pool et bien d'autres situations. Je laisse le soin à Albert de vous poser la première question. Oui, Monsieur le Premier ministre, merci encore une fois. Paix et sécurité, vous dites que toutes les politiques que vous déclinez, que vous présentez, ne pourront se réaliser que dans la paix et la tranquillité des citoyens. Mais comment est-ce que vous entendez y arriver alors que le grand banditisme ne cesse chaque jour de nous rappeler qu'il est actif et qu'il est puissant quelque part? La paix et la sécurité commencent par la sécurité aux frontières. Il faut qu'on s'assure que nous sommes en paix avec nos voisins, de telle sorte que des conflits ne viennent pas troubler la paix et la sécurité à l'intérieur du territoire. Vous avez dû vous rendre compte de la multiplication de ces réunions mixtes pour garantir la sécurité aux frontières. Il n'y a qu'à voir autour de nous les conflits qu'il y a à travers le monde commencent d'abord par les conflits frontaliers. Et le Congo fait un effort important et nous l'avons intensifié ces dernières années en termes de sécurisation des frontières, où on a même vu le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation être en permanence au niveau des frontières avec le Gabon, tant dans la cuvette ouest que dans le Niari, avec la RDC, avec qui nous avons près de 1000 kilomètres de frontières, pour veiller à ce que nous ayons de bonnes conditions de vie pacifique avec les autres peuples. La paix et la sécurité, il y a la sécurité civile. Vous voyez l'implication de la sécurité civile avec d'importants moyens qui sont mis pour permettre aux citoyens de se sentir en sécurité, de se sentir secourus toutes les fois qu'ils sont en détresse. Parlons de secours, on ne manquera pas de relever le secours qui a été accordé à toutes les personnes blessées pendant les accidents ou d'autres situations difficiles, mais aussi quelque chose de très particulier dont on s'aperçoit très difficilement, l'assistance que les secouristes accordent aux personnes malades et aux femmes enceintes. Aujourd'hui, une femme enceinte dans un quartier reculé peut avoir recours aux services de la sécurité civile qui vont l'aider justement à partir de son lieu d'habitation jusqu'à l'hôpital. Ils vont même l'assister puisque la sécurité civile apporte un soutien psychologique aux malades après les avoir secourus. Et ce n'est pas pour rien que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a procédé au recrutement de 221 médecins formés à Cuba, et pour que justement ils soient mis à la disposition de la sécurité civile. La paix et la sécurité, il y a la sécurité publique, la lutte contre le grand banditisme. Nous avions dit et on avait pris l'engagement d'intensifier les patrouilles motorisées, pédestres dans la ville
pour garantir la sécurité des citoyens, vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Parce qu'il arrive même que nos services de sécurité se déploient dans les quartiers, y compris dans des voitures banalisées, y compris dans des tenues civiles, pour assurer la sécurité des citoyens. Il est vrai que nous avons des actes sporadiques de violence et de grand banditisme, de criminalité. Et c'est l'occasion pour moi ici de partager la douleur qu'éprouvent les familles qui ont été victimes de tels actes perpétrés par des bandes, de quelque nature que ce soit. Quand je parle de ça, je pense bien évidemment à notre compatriote, notre sœur Anne Félicité Massamba Deba, qui a été abattue par des hommes non identifiés. Mais nous avons foi que, connaissant l'expertise et le professionnalisme de nos services judiciaires, tels qu'ils nous l'ont prouvé par le passé, ces personnes, auteurs de cet acte crapuleux, seront recherchées, identifiées, arrêtées et mises à la disposition de la justice pour être jugées conformément à la loi. Comment faire pour éviter que nous ayons un nombre impressionnant de ces délinquants, de ces jeunes qui sèment la terreur? Il faut vaincre le mal à la racine. Il faut les encadrer. Il y a une démission des parents, une démission de l'État, je peux le confesser, mais une démission de la société dans son ensemble, pour qu'on se retrouve avec des enfants. Ça a commencé par un décrochage scolaire, certainement, et puis parfois, qui semble-t-il sont à l'école, mais qui ont des difficultés scolaires, qui sont en passe de subir l'échec scolaire, et qui ne supportent pas, étant en difficulté scolaire, de se retrouver avec leurs condisciples qui, eux, sont peut-être plus concentrés dans les études. Et le fait que, du fait de leur comportement, de leur échec imminent, ils ne se retrouvent pas dans cet environnement scolaire, ils introduisent la violence en milieu scolaire et ça se traduit par les actes que nous connaissons. Et vous avez vu qu'à ce niveau, dans plusieurs établissements scolaires, on a installé des postes avancés de sécurité pour prévenir les violences. Vous remarquerez que dans certains établissements scolaires à grande affluence, du secondaire notamment, autour, vous aurez toujours un dispositif de sécurité, surtout aux heures de fin de cours, pour prévenir ces violences. Nous sommes en train de travailler pour installer ces jeunes en difficulté, ces jeunes en conflit avec la loi, au centre de Madingu, qui va servir désormais de centre transitoire pour accueillir d'ici là près de 200 jeunes. Les conditions sont réunies. Le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Emploi, de la formation qualifiante est en train de travailler. Vous avez dû le voir multiplier des tours après que nous-mêmes sommes allés à Madingu, à Aubeville et à Pokanya pour nous assurer des conditions d'accueil, d'hébergement, de réinsertion et de rééducation des jeunes en difficulté. Ces jeunes ont été identifiés. Ceux qui sont dans les commissariats, ceux qui sont à la maison d'arrêt vont être pris, hébergés là-bas, bénéficier, comme nous l'avions dit lors de la présentation du programme d'action gouvernement devant les députés à l'Assemblée. Ils vont bénéficier d'un encadrement moral, psychologique, social, scolaire aussi, bien sûr, et puis une formation au métier pour les convertir dans la vie normale. Donc, c'est ce grand programme qui est fait en termes de lutte contre le grand banditisme, en termes de lutte contre la délinquance juvénile. Donc, l'insécurité urbaine est un problème sérieux, mais il y a aussi, je ne sais pas si on peut qualifier ça de politique, un des points de fixation de l'insécurité dans la République, c'est aussi la rébellion lancée par
Ntoumi dans le pool. Le 8 juin dernier, vous deviez superviser le lancement du DDR à Kinkala. Vous y avez renoncé parce que Monsieur Frédéric Binsamo, alias Ntoumi, avait dit que tant que son statut ne serait pas discuté ou reconnu, rien ne se ferait. Deux questions en une. Frédéric Binsamo, donc le pasteur Ntoumi, qu'est-ce qu'il représente pour la République? C'est un obstacle, c'est un allié, on ne comprend pas très bien de quelle manière il peut gêner l'action de tout un gouvernement, toute une République. Bon, je dois déjà dire que je n'ai jamais eu une telle revendication. Mais vous avez renoncé Nous avons renoncé pour autre chose. Nous avons simplement reporté pour circoncire davantage la question. Nous avons un peu de ressources. On se dit, il faut intégrer ça dans un programme global de relèvement. C'est ce qu'on a pris comme option avec le PNUD. Mais avions-nous la ressource suffisante pour que lorsque nous démarrons le programme global de relèvement, qu'il ne s'arrête pas? Parce qu'il faut éviter de commencer quelque chose et au bout de 3-4 mois, ça s'est arrêté. Voilà. Et en même temps, ces ex-miliciens qui attendaient peut-être une certaine compensation selon l'accord de paix qui avait été signé en amont, est-ce qu'on les a suffisamment préparés pour qu'ils comprennent que désormais, leur insertion passe par le programme que nous étions en train de faire? On a voulu simplement prendre davantage de précautions dans ce sens. Parce qu'il fallait éviter de penser résoudre un problème et puis en provoquer un autre. Donc là aussi, il faut attendre. Non, nous sommes en train de travailler. Nous avons prévu justement une réunion interministérielle avec les partenaires. Et lorsque nous aurons fait le point de tout cela, nous sommes accompagnés par le PNUD, mais le PNUD n'est pas le seul partenaire. Tous ceux qui doivent participer au processus, quels sont leurs engagements? Est-ce que ces engagements sont déjà tenus? Est-ce que on est sûr effectivement de les tenir pour que le processus ne puisse pas avoir dès son démarrage du plomb dans l'aile? À vous entendre, Monsieur le Premier ministre, on dirait qu'il n'y a pas de problème insurmontable pour vous. Tout va se faire dans les 2 ans qui viennent, dans l'année qui vient, dans les perspectives gouvernementales. On dirait que tout est négociable, tout est faisable. Mais tout est faisable, il suffit justement qu'on sache négocier. Tout se négocie dans la vie. Voilà. Mais il n'y a pas de problème insurmontable pour les humains. Le développement ne peut pas être vraiment impossible pour des humains. Toute la lucidité que nous avons, les bras, les forces, les ressources que nous avons dans notre vie, les ressources humaines, morales, spirituelles, physiques, naturelles, comment peut-on penser que nous puissions être dans une situation où nous nous retrouvions face à un obstacle infranchissable, à une situation insoluble? C'est pas possible. Je ne suis pas de cet acabit pessimiste. Nous avons l'avantage d'avoir un homme d'État clairvoyant qui a une parfaite connaissance des choses et des hommes et qui nous gère bien jusqu'aujourd'hui. À preuve, parlant de la paix et de la sécurité, il est appelé apôtre de la paix. Et ce n'est pas des attributs comme ça. C'est parce que les Congolais ont eu le temps d'expérimenter sa pratique d'homme de paix, d'apôtre de la paix. Ce n'est pas dit au hasard. Et on le voit prêcher et construire la paix, y compris au-delà des frontières de son pays. Donc, je pense que le Congo ne peut pas avoir un homme d'État de la carrure, du tempérament, de l'engagement du président Denis Sassou Nguesso et être pessimiste sur la consolidation de la paix dans son pays. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que mais être pessimiste sur le développement de ce pays, ce n'est pas possible.
C'était la 7e bataille.